L'automne 530 s'annonçait glacial sur les frontières de Mésopotamie. Bessas, commandant goth au service de l'Empire byzantin, observait depuis les remparts de Martyropolis les terres perses qui s'étendaient au-delà de la rivière Nymphius. Ce vétéran, dont les cheveux grisonnants témoignaient de décennies passées sur les champs de bataille, savait que la paix fragile entre Byzance et la Perse ne tenait qu'à un fil. Quelques mois plus tôt, en avril, Bélisaire avait subi une défaite cuisante à Callinicum face aux forces perses d'Azaréthès. Malgré la victoire perse, les pertes avaient été si lourdes des deux côtés que les généraux avaient été limogés. Bélisaire était rentré disgracié à Constantinople. Azaréthès avait été démis de ses fonctions par le roi Cavade Ier. Cette bataille indécise n'avait résolu aucun des contentieux qui opposaient les deux empires. L'empereur Justinien avait alors nommé Cytas comme stratège en chef de l'Orient, avec pour mission de stabiliser la frontière. Bessas, quant à lui, avait reçu le titre de duc mésopotamien et la charge de défendre Martyropolis, ville fortifiée récemment renforcée par ordre impérial. Cette cité, capitale de la province d'Arménia Quarta, occupait une position stratégique à environ 300 stades d'Amida, Amphibroan, Mahin, A1, contrôlant les passages vers l'Arménie. Bessas n'était pas homme à attendre passivement. Au cours de l'été, il avait organisé plusieurs raids en territoire perse pour tester les défenses ennemies et maintenir ses hommes en alerte. Avec 500 cavaliers d'élite, il avait franchi le Tigre et pénétré dans la province d'Arzanen, territoire sous contrôle perse. Les cavaliers byzantins avaient chevauché rapidement, évitant les grandes routes pour ne pas être repérés. Ils tombèrent sur une force perse de 700 hommes, mélange d'infanterie et de cavalerie, commandée par les généraux Gadar et Yasgerd. Le choc fut brutal. Les Byzantins, profitant de l'effet de surprise et de leur mobilité supérieure, enfoncèrent les lignes perses près des rives du Tigre. Le combat dura moins d'une heure. Gadar périt dans la mêlée, transpercé par une lance byzantine. Yasgerd tenta de rallier ses troupes, mais fut désarçonné et capturé. Et de cuisseuse. Les survivants perses s'enfuirent en désordre, abandonnant leur équipement et leurs provisions. Bessas ordonna alors à ses hommes de piller systématiquement l'Arzanen. Les villages perses furent mis à sac, le bétail réquisitionné, les greniers vidés. Quand les cavaliers byzantins regagnèrent Martyropolis quelques jours plus tard, leurs chevaux étaient chargés de butin et ils traînaient derrière eux des dizaines de prisonniers perses. Bessas fit défiler sa troupe triomphante dans les rues de la ville. La population acclama ses héros. Mais le général goth savait que cette victoire aurait un prix. Il venait d'humilier l'empire sassanide sur son propre territoire. Une réponse perse était inévitable. À Ctésiphon, capitale de l'empire perse, la nouvelle de la défaite et du raid provoqua une rage froide. Bellelay, Tofu, or. Le vieux roi Cavade Ier, qui régnait depuis plus de 40 ans, convoqua immédiatement son conseil de guerre. À 60 ans passés, le monarque sassanide avait survécu à l'exil, à l'emprisonnement, à des guerres contre les Huns Hephthalites et contre Byzance. Il avait réformé son empire, brisé le pouvoir de l'aristocratie traditionnelle, imposé son autorité. Il n'accepterait pas un tel affront. 3 de ses généraux les plus expérimentés furent convoqués. Adergu-Dunbad, que les Byzantins appelaient Chanarange, portait le titre de Chanarang, commandant militaire héréditaire. Cet homme au visage sévère, membre d'une puissante famille noble, avait été le premier à reconnaître Cavade comme roi légitime lors de son retour d'exil des années auparavant. Bawi, connu sous le titre corrompu d'Aspébed, était Spabed, général en chef des armées. Avikinme, Vezwa, Azar, Azer, Ves, Abé, Ver, Mirmiro, vétéran blanchi sous le harnois, avait combattu sur tous les fronts de l'Empire. Ces 3 hommes formaient l'élite militaire sassanide. Cavade leur donna des ordres clairs. Ils devaient rassembler une armée puissante et assiéger Martyropolis. La ville devait tomber. L'honneur perse devait être lavé. Les Byzantins devaient comprendre qu'on ne violait pas impunément le territoire du roi des rois.
En quelques semaines, une force imposante se rassembla. Des contingents arrivèrent de toutes les satrapies de l'Empire. Cavalerie lourde cataphractaire, archers montés, fantassins équipés de lances et de boucliers, unités de siège avec leurs ingénieurs. Les chroniqueurs ne mentionnent pas le nombre exact de soldats, mais les sources byzantines parlent d'une armée capable et d'une force imposante qui inspira la terreur dès son apparition. L'armée perse se mit en marche vers l'ouest à la fin de l'été. Elle traversa l'Arzanène ravagée par Bessas, ce qui ne fit qu'attiser la soif de vengeance des soldats. En septembre, les avant-gardes perses atteignirent le Nymphius. De l'autre côté de la rivière se dressaient les murailles de Martyropolis. Martyropolis n'était pas une ville ordinaire. Située en Sophène, dans les hautes terres d'Arménie, elle occupait une position géographique cruciale. La rivière Nymphius marquait ici la frontière entre les empires byzantins et perses. Contrôler cette ville signifiait contrôler les routes commerciales et militaires vers l'Arménie, le Caucase et l'Anatolie orientale. L'empereur Justinien l'avait bien compris. Dès son accession au trône en 527, il avait ordonné le renforcement des défenses de la ville. Les murailles avaient été rehaussées, les tours consolidées, les fossés creusés plus profondément. Des entrepôts avaient été construits pour stocker des vivres en cas de siège. Martyropolis devait devenir un verrou infranchissable. Pourtant, ces fortifications présentaient des faiblesses. Selon l'historien Procope, contemporain de ces événements, le mur d'enceinte était assez facilement accessible en plusieurs endroits et pouvait être capturé relativement aisément par un siège perse. La topographie du terrain favorisait les assaillants. Contrairement à d'autres forteresses byzantines perchées sur des hauteurs escarpées, Martyropolis s'étendait dans une plaine, ce qui permettait aux ennemis d'approcher les murailles sans trop de difficultés. La garnison byzantine n'était pas non plus préparée à soutenir un siège prolongé. Bessas et Bouze, son co-commandant, disposaient de soldats aguerris mais en nombre limité. Les sources ne précisent pas l'effectif exact de la défense, mais on peut estimer qu'il se situait probablement entre quelques centaines et quelques milliers d'hommes, largement insuffisants face à l'armée perse. Pire encore, les défenseurs manquaient cruellement de matériel de siège. Pas assez de machines de guerre pour défendre efficacement toutes les sections des remparts. Les réserves de nourriture, bien que constituées, restaient limitées. Aucun renfort n'était prévu à court terme. La ville se trouvait isolée, loin des grandes bases byzantines de la région. Quand les éclaireurs byzantins rapportèrent l'approche de l'armée perse, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Martyropolis. La population civile, habituée aux escarmouches frontalières mais pas à un siège en règle, fut prise de panique. Des familles tentèrent de fuir vers l'ouest, mais les routes étaient déjà coupées par les avant-gardes ennemis. Bessas et Bouze convoquèrent les notables de la ville. Il fallait organiser la défense, rationner les vivres, mobiliser tous les hommes valides. Les deux généraux savaient qu'ils ne pourraient pas tenir indéfiniment. Leur seul espoir résidait dans l'intervention d'une armée de secours byzantine. Justement, une telle armée existait. Cytas, le nouveau stratège d'Orient, se trouvait dans la région avec ses troupes. Il avait également réussi à convaincre Al-Harith ibn Jabala, chef des Ghassanides, ces tribus arabes alliées de Byzance, de le rejoindre avec ses guerriers du désert. Cette force combinée représentait la meilleure chance de briser le siège. Mais Cytas commit une erreur fatale de jugement. Quand il apprit que l'armée perse assiégeait Martyropolis, il évalua rapidement la situation. Les Perses disposaient d'une supériorité numérique écrasante. Leurs 3 généraux étaient des vétérans redoutables. Engager le combat en rase campagne contre une telle force serait suicidaire. Cytas décida donc de rester à distance. Il établit son camp à proximité suffisante pour surveiller les événements, mais refusa d'intervenir directement. Al-Harith et ses Ghassanides, guerriers du désert habitués aux raids rapides plutôt qu'aux batailles rangées, approuvèrent cette décision prudente. Ils observeraient, attendraient une opportunité favorable. Mais ils ne risqueraient pas leur force dans une confrontation directe. Cette non-intervention condamnait Martyropolis à se défendre seul. Bessas et Bouzès
comprirent qu'ils ne devaient compter que sur leurs propres ressources et sur le courage de leurs hommes. Le siège qui commençait serait une épreuve de volonté, d'endurance et de détermination. Les Perses ne perdirent pas de temps. Dès leur arrivée devant Martyropolis, Adergudunbad, Bawi et Mir Miro organisèrent méthodiquement le siège. Leur première action fut d'encercler complètement la ville pour couper toute communication avec l'extérieur. Des détachements de cavalerie patrouillaient dans un rayon de plusieurs kilomètres, interceptant tout messager ou convoi de ravitaillement qui tenterait de rejoindre les assiégés. Le camp perse s'étendait comme une ville de toile autour de Martyropolis. Les 3 généraux établirent leurs quartiers en des points stratégiques, chacun supervisant un secteur du siège. Des centaines de tentes abritaient les soldats. Les forgerons installèrent leurs ateliers pour réparer les armes et fabriquer les outils nécessaires au siège. Les cuisiniers préparaient les repas pour des milliers d'hommes. Les écuries accueillaient les chevaux et les bêtes de somme. Les ingénieurs perses, réputés parmi les meilleurs du monde connu, se mirent immédiatement au travail. Ils commencèrent par creuser des tranchées d'approche, lignes protégées permettant aux troupes d'avancer progressivement vers les murailles, sans s'exposer aux projectiles des défenseurs. Ces travaux de terrassement étaient longs et pénibles, mais indispensables. Mais, simultanément, d'autres équipes creusaient des mines. L'objectif était de passer sous les murailles pour les saper, en dégageant la terre et les pierres qui constituaient les fondations, puis en étayant provisoirement avec du bois. Les mineurs créeraient une cavité souterraine. Au moment opportun, on mettrait le feu aux étais. L'effondrement qui s'ensuivrait provoquerait une brèche dans les remparts. Sur les murailles de Martyropolis, les défenseurs byzantins observaient ces préparatifs avec une angoisse croissante. Bessas organisait les tours de garde, s'assurant qu'aucune section des remparts ne restait sans surveillance. Bouzé supervisait la distribution des armes et des munitions. Les archers prenaient position, disposant leurs carquois à portée de main. Les fantassins vérifiaient leurs lances et leurs boucliers. La première attaque perse survint quelques jours après l'établissement du siège. Au matin, les défenseurs virent avec effroi des machines de guerre approcher lentement des murailles. Les Perses avaient construit des béliers, ces énormes poutres terminées par une tête de métal, suspendues à des charpentes mobiles et poussées par des dizaines d'hommes. Protégées par des toits de bois et de cuir, ces machines pouvaient résister aux projectiles lancés d'en haut. Les béliers furent amenés contre les portes et certaines sections des murailles, jugées plus vulnérables. Le martèlement commença. Boum, 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 un rythme lancinant, monotone, terrifiant. À chaque coup, les murailles tremblaient, la poussière tombait des pierres. Les défenseurs sentaient les vibrations se propager sous leurs pieds. Bessas ne resta pas passif. Il avait étudié les techniques de défense contre les béliers. Ces hommes préparèrent de longues poutres de bois munies de crochets métalliques à leur extrémité. Au signal, plusieurs de ces poutres furent balancées depuis les remparts. Les crochets saisirent la tête des béliers. Tirant de toute leur force, les Byzantins parvinrent à bloquer le mouvement des machines ennemies, voire à en briser certaines. D'autres défenseurs déversaient sur les assaillants tout ce qui pouvait les blesser ou les décourager. Pierres, poutres, huile bouillante quand il en restait. Les Perses protégés sous les toits des béliers étaient relativement à l'abri, mais ceux qui se trouvaient à découvert subissaient des pertes. Malgré ces contre-mesures, les béliers infligeaient des dégâts aux murailles. Certaines pierres se descellaient, des fissures apparaissaient, mais la qualité de la construction byzantine se révélait supérieure aux espérances des Perses. Les murs, bâtis des décennies auparavant sous les empereurs Anastase et Justin, avaient été conçus pour résister. Les pierres étaient solidement enchâssées, liées par un mortier de qualité. Les fondations descendaient profondément dans le sol. Procope rapportera plus tard que malgré les assauts répétés, les Perses étaient tout à fait incapables de faire tomber une quelconque partie des défenses, ni même de les ébranler, tant la construction antérieure avait été solide. Cette résilience des fortifications était le premier avantage des défenseurs. Tant que les murs tenaient, ils pouvaient espérer. Après plusieurs jours d'attaques infructueuses aux béliers, les généraux perses modifièrent leur stratégie.
Ils décidèrent de construire une colline artificielle face à l'un des secteurs de la muraille. L'idée était simple, mais efficace. En amoncelant terre et pierre, on créerait une élévation dépassant la hauteur des remparts. Depuis le sommet de cette colline, les archers perses pourraient tirer directement sur les défenseurs, dominant le champ de bataille. Des centaines de soldats furent mobilisés pour ce travail titanesque. Jour et nuit, ils transportaient des paniers de terre, des rochers, du gravier. La colline prenait forme lentement mais sûrement, mètre après mètre. Les ingénieurs perses veillaient à sa stabilité, tassant les couches successives pour éviter tout effondrement prématuré. Du haut des remparts, les Byzantins regardaient cette construction avec inquiétude. Si les Perses parvenaient à achever cette colline et à y placer leurs archers, la défense de ce secteur deviendrait impossible. Bessas et Bouzès tinrent conseil. Il fallait trouver une parade, et vite. L'idée vint peut-être de Bessas lui-même, ou d'un de ses officiers ingénieurs. Si les Perses creusaient des mines pour saper les murailles, pourquoi les Byzantins ne creuseraient-ils pas une contre-mine pour détruire la colline ennemie? Les deux généraux approuvèrent le plan. Il fallait agir dans le plus grand secret. Une équipe de mineurs fut sélectionnée parmi les soldats et les civils. Et les Kémins. Ces hommes devaient posséder l'endurance nécessaire pour travailler dans des conditions éprouvantes. Un tunnel serait creusé depuis l'intérieur de la ville, passant sous les murailles, progressant vers la colline perse. Le travail devrait être effectué silencieusement pour ne pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Le chantier commença de nuit, à l'abri des regards. Les mineurs creusaient avec des pioches et des pelles, évacuant la terre dans des paniers qu'on transportait discrètement vers l'arrière de la ville, où on la dispersait. Le tunnel avançait lentement, étayé au fur et à mesure par des poutres de bois pour éviter les effondrements. Le travail souterrain était épuisant et dangereux. L'air se raréfiait rapidement dans l'espace confiné. Les hommes se relayaient fréquemment, montant à la surface pour respirer avant de redescendre. La chaleur, la poussière, le risque permanent d'éboulement créaient une atmosphère suffocante. Mais ils persévéraient, sachant que la survie de la ville en dépendait. Pendant ce temps, la colline perse continuait de croître. Elle dépassait maintenant la hauteur des murailles. Les Perses commencèrent à installer des positions pour leurs archers au sommet. La menace se précisait. Bessas ordonna aux défenseurs de ce secteur de rester à couvert autant que possible. Les premières flèches perses sifflèrent bientôt depuis cette position dominante, forçant les Byzantins à se terrer derrière leurs créneaux. Sous terre, le tunnel progressait. Les mineurs suivaient une direction calculée pour passer sous la base de la colline artificielle. Quand ils estimèrent être au bon endroit, ils élargirent le tunnel, créant une vaste cavité. Ils retirèrent autant de terre que possible, creusant jusqu'à former un vide important sous la colline. La partie la plus délicate de l'opération approchait. Il fallait maintenant dissimuler ce vide. Les mineurs laissèrent en place une couche superficielle de terre et de pierre qui préservait l'apparence extérieure de la colline. Vue de l'extérieur, celle-ci semblait toujours aussi solide. Mais à l'intérieur, une grande partie de sa structure avait disparu. Elle ressemblait désormais à une coquille vide, prête à s'effondrer au moindre poids excessif. Les Byzantins attendirent le moment propice. Les Perses, confiants dans leur construction, commencèrent à faire monter des troupes nombreuses au sommet de la colline. Les archers s'installèrent, accompagnés de fantassins chargés de les protéger. Des dizaines d'hommes, puis des centaines, grimpèrent sur cette position qu'ils croyaient sûre. Le drame se produisit soudainement. Sous le poids excessif de tous ces soldats et de leur équipement, les dernières structures de soutien cédèrent. La colline s'effondra sur elle-même dans un grondement épouvantable. Un nuage de poussière immense s'éleva. Des cris déchirèrent l'air. Les soldats perses qui se trouvaient au sommet disparurent dans l'effondrement, ensevelis sous des tonnes de terre et de pierres. Du haut des remparts, les défenseurs byzantins virent la catastrophe. Un silence stupéfait s'abattit, suivi d'acclamations. La ruse avait fonctionné. Selon Procope, avec la grande masse d'hommes s'y pressant précipitamment, la colline s'effondra soudain et tua presque tous ceux qui s'y trouvaient. Dans le camp perse, la stupeur fit place à la rage. Comment était-ce possible? Les ingénieurs avaient pourtant supervisé la construction avec soin.
Ils réalisèrent rapidement qu'ils avaient été victimes d'un piège. Les Byzantins avaient miné la colline depuis l'intérieur de la ville. Cette défaite tactique démoralisait les troupes perses. Elle prouvait également que les assiégés n'avaient nullement l'intention de se rendre facilement. Adergudunbad, Bawi et Mir Miro tinrent conseil. Les méthodes conventionnelles ne fonctionnaient pas contre ces murailles obstinées et ces défenseurs rusés. Il fallait changer d'approche, resserrer l'étau, affamer la ville. Le siège continuerait, mais deviendrait une guerre d'usure. Les Perses avaient du temps et des ressources. Les Byzantins, eux, finiraient par manquer de tout. Les semaines passèrent. Le siège s'installait dans une routine sinistre. Les Perses maintenaient un blocus strict autour de la ville. Leurs tranchées se rapprochaient progressivement des murailles. Les escarmouches quotidiennes faisaient des morts et des blessés des deux côtés, sans qu'aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif. À l'intérieur de Martyropolis, la situation se dégradait lentement mais inexorablement. Les réserves de nourriture diminuaient. Bessas avait instauré un rationnement strict dès le début du siège, mais même ainsi, les stocks fondaient. La population civile souffrait. Les enfants pleuraient de faim. Les malades et les vieillards dépérissaient. L'eau ne posait pas encore de problème majeur. La ville possédait des puits, et une partie de la rivière Nymphius restait accessible depuis les remparts, sous la protection des archers. Mais la nourriture manquait de plus en plus. Les défenseurs durent se résoudre à des mesures drastiques. Les chevaux et les bêtes de somme furent abattus pour leur viande. On rationna le pain jusqu'à ne plus donner que quelques bouchées par jour. Pire encore, les réserves d'équipements militaires s'épuisaient. Les flèches tirées depuis les remparts ne revenaient pas. Chaque trait lancé était perdu. Les lances se brisaient dans les combats, les boucliers se fendaient sous les coups, les armures s'abîmaient. Sans renfort ni ravitaillement, la capacité de défense de la garnison s'amenuisait dangereusement. Le moral vacillait. Les soldats byzantins, pourtant aguerris, commençaient à douter. Combien de temps devraient-ils encore tenir ? Où était l'armée de secours promise? Cytas interviendrait-il enfin? Ces questions taraudaient tous les esprits. Bessas et Bouzé passaient leur journée à circuler sur les remparts, encourageant leurs hommes, promettant que l'aide arriverait bientôt. Mais cette aide ne venait pas. Cytas demeurait à distance avec son armée et les Ghassanides d'Al-Harit. Le stratège byzantin avait ses raisons. Il ne disposait probablement pas de forces suffisantes pour affronter l'armée perse en bataille rangée. Une défaite aurait été catastrophique non seulement pour Martyropolis, mais pour toute la frontière orientale de l'Empire. Mieux valait préserver ses troupes et attendre une opportunité favorable. Cette attente pesait sur tous. À Constantinople, l'empereur Justinien suivait les événements avec inquiétude. La perte de Martyropolis serait un coup dur pour son prestige et pour la défense de l'Orient. Il envoya des ordres pour rassembler des renforts à Amida, la grande ville fortifiée située à environ 150 km au sud de Martyropolis. Mais mobiliser une armée capable de briser le siège perse prendrait du temps. Pendant ce temps, dans le camp perse, les conditions n'étaient guère meilleures. Septembre avait cédé la place à octobre, puis novembre approchait. Les nuits devenaient glaciales dans ces hautes terres d'Arménie. La pluie tombait fréquemment, transformant le camp en bourbier. Les soldats perses, habitués au climat plus clément de Mésopotamie et d'Iran, souffraient du froid et de l'humidité. Le ravitaillement de l'armée perse posait également des problèmes. Maintenir plusieurs milliers d'hommes loin de leur base nécessitait un approvisionnement constant en nourriture, fourrage pour les chevaux, équipement. Les convois devaient parcourir de longues distances depuis les provinces perses, exposés aux raids éventuels de partisans locaux ou de troupes byzantines. Les généraux perses voyaient leurs ressources s'amenuiser également. La maladie frappait les deux camps. Les conditions sanitaires déplorables, l'entassement, la malnutrition, l'eau souvent souillée favorisaient la propagation des maladies. Dysenterie, fièvre, infections diverses décimaient les rangs. Les médecins étaient débordés. Les morts s'accumulaient, enterrés hâtivement pour éviter les épidémies. Dans ce contexte morose, un événement survint qui allait bouleverser la situation. Le 13 septembre, à Ctésiphone, le roi Cavade Ier tomba malade. À 60 ans,
Usé par des décennies de règne agité, le monarque sassanide sentit ses forces l'abandonner. Les médecins royaux tentèrent tout pour le sauver, mais en vain. Quelques jours plus tard, Cavade expirait. La nouvelle de la mort de Cavade mit plusieurs jours à parvenir au camp perse devant Martyropolis. Quand elle arriva, transportée par des messagers rapides, elle provoqua une onde de choc parmi les troupes. Le roi des rois était mort. Son successeur, Khosrow Ier, devait maintenant assurer la transition du pouvoir. Pour les 3 généraux assiégeant la ville byzantine, cette mort posait un dilemme majeur. En Perse, la mort d'un souverain était toujours un moment critique. Des luttes pour la succession pouvaient éclater, des factions rivales pouvaient se disputer le trône, des provinces éloignées pouvaient tenter de faire sécession. La présence des principaux chefs militaires près du centre du pouvoir devenait cruciale pour assurer la stabilité. Adergudunbad, Bawi et Mirmiro se réunirent pour discuter de la situation. Devait-il poursuivre le siège ou lever le camp immédiatement? Khosrow Ier, bien qu'héritier désigné, n'était pas encore couronné. Des complots pouvaient se tramer. La noblesse perse, méfiante envers les réformes de Cavade qui avaient affaibli son pouvoir, pourrait profiter de l'interrègne pour tenter de reprendre le contrôle. D'autres facteurs compliquaient la décision. L'hiver approchait rapidement. Les montagnes d'Arménie seraient bientôt bloquées par la neige. Continuer le siège dans ces conditions deviendrait extrêmement difficile. Les lignes de ravitaillement risquaient d'être coupées. L'armée pourrait se retrouver piégée dans un pays hostile, coupée de ses bases. De plus, les éclaireurs perses rapportaient des nouvelles inquiétantes. Des forces byzantines importantes se rassemblaient à Amida. Il s'agissait de renforts envoyés par Justinien pour secourir Martyropolis. Si cette armée se mettait en marche pendant que les Perses étaient immobilisés devant la ville assiégée, elle pourrait les prendre en tenaille. Les assiégeants deviendraient les assiégés. Enfin, une menace venue du nord pesait sur l'Empire perse. Des tribus uniques, profitant du désordre provoqué par la mort de Cavade, lançaient des raids dans les provinces septentrionales de l'Empire. Ces barbares pillaient, brûlaient, massacraient. Des rapports alarmants parvenaient des satrapes frontaliers. Si l'armée perse restait bloquée devant Martyropolis, qui défendrait le cœur de l'Empire contre ces incursions, tous ces éléments conjugués poussèrent les généraux perses à prendre une décision pragmatique. Ils lèveraient le siège. Ce n'était pas une défaite militaire à proprement parler. La ville n'avait pas été prise, certes, mais elle n'avait pas non plus vaincu les Perses sur le champ de bataille. Les 2 camps étaient épuisés. Mieux valait se retirer en bon ordre et préserver l'armée pour des combats futurs. Cette décision fut communiquée aux troupes. Les soldats perses accueillirent la nouvelle avec des sentiments mitigés. Certains étaient soulagés. Ils en avaient assez de cette guerre d'usure, du froid, de la faim. D'autres étaient frustrés. Ils avaient perdu des camarades devant ces murailles maudites. Partir sans victoire leur laissait un goût amer. Sur les remparts de Martyropolis, les défenseurs byzantins observaient avec incrédulité les préparatifs du départ perse. Les tentes étaient démontées, les machines de guerre démembrées ou abandonnées, les tranchées comblées. L'armée perse s'organisait pour la retraite. Était-ce un piège? Une ruse pour les inciter à sortir et les attaquer en rase campagne? Bessas ordonna la prudence. Aucune sortie ne serait tentée. Les portes resteraient closes. Les soldats garderaient leur position sur les murailles. On attendrait de voir ce que feraient vraiment les Perses. Si c'était un piège, ils ne tomberaient pas dedans. Mais ce n'était pas un piège. En quelques jours, l'armée perse leva le camp et se mit en marche vers l'est, retournant vers son territoire. Les 3 généraux chevauchaient à la tête de leurs troupes, pensant déjà aux défis qui les attendaient à Ctésiphon. Derrière eux, Martyropolis restait debout, invaincu. Quand les dernières unités perses disparurent à l'horizon, un immense soulagement envahit les défenseurs et les habitants de Martyropolis. Ils avaient survécu. Contre toute attente, contre une armée immensément supérieure en nombre, ils avaient tenu. Les cloches des églises sonnèrent. Des prières de gratitude furent célébrées. Les soldats épuisés tombaient dans les bras les uns des autres, pleurant de joie et de fatigue. Bessas et Bouzès ordonnèrent l'ouverture des portes.
Des patrouilles sortirent prudemment pour s'assurer que les Perses étaient vraiment partis. Elles revinrent, confirmant que l'ennemi s'était retiré. Le siège était terminé. Martyropolis était libre. L'état de la ville était déplorable. Les remparts portaient les cicatrices des assauts. Des sections entières avaient été endommagées. Les réserves de nourriture étaient au plus bas. Selon les estimations ultérieures, il restait à peine 7 jours de vivres quand le siège fut levé. Si les Perses avaient tenu une semaine de plus, la ville aurait dû se rendre par famine. La population civile avait terriblement souffert. Des centaines de personnes étaient mortes de faim, de maladie ou lors des bombardements. Les survivants étaient émaciés, affaiblis. Il faudrait des mois pour que la ville se remette, mais l'essentiel était acquis. Martyropolis restait byzantine. Cytas et Alarite, qui avaient observé de loin sans intervenir, arrivèrent enfin avec leurs troupes, une fois le danger écarté. Leur non-intervention avait été critiquée par certains, louée par d'autres. Cytas se justifia en expliquant qu'affronter l'armée perse en bataille rangée aurait été suicidaire. Sa stratégie d'attente avait finalement payé, puisque les Perses s'étaient retirés d'eux-mêmes. Dans les semaines suivantes, des convois de ravitaillement arrivèrent depuis les territoires byzantins. La nourriture, le vin, l'huile, le grain affluèrent. Les défenseurs affamés purent enfin manger à leur faim. Des ingénieurs vinrent inspecter les dégâts et commencer les réparations urgentes. Des renforts militaires arrivèrent pour renforcer la garnison. À Constantinople, Justinien célébra la résistance héroïque de Martyropolis. Cette ville avait prouvé que les fortifications byzantines, bien défendues, pouvaient résister aux assauts perses. L'empereur récompensa Bessas et Bouz. Bessas poursuivrait sa carrière militaire, servant plus tard en Italie contre les Goths. Bouzès également continuerait à se battre sur divers fronts de l'Empire. Côté perse, la retraite de Martyropolis ne provoqua pas de crise majeure. Khosrow Ier parvint à assurer sa succession malgré quelques complots qu'il mata rapidement. Le nouveau roi des rois se révéla aussi capable que son père. Il comprit que la guerre contre Byzance s'enlisait sans résultat décisif. Les deux empires s'épuisaient mutuellement sans qu'aucun ne parvienne à terrasser l'autre. En 532, moins d'un an après le siège de Martyropolis, des négociations s'ouvrirent entre Byzance et la Perse. Les deux camps étaient là de la guerre. Justinien devait faire face à de multiples menaces sur d'autres fronts. Il rêvait de reconquérir l'Occident, l'Afrique du Nord et l'Italie. Pour cela, il avait besoin de paix à l'Est. Khosrow, de son côté, voulait consolider son pouvoir et réformer son empire. Les négociateurs parvinrent à un accord qui fut pompeusement appelé la « paix perpétuelle ». Selon ces termes, Justinien s'engageait à verser des subsides à la Perse pour l'entretien des fortifications du Caucase face aux barbares du Nord. En échange, Khosrow reconnaissait les frontières existantes et renonçait à ses prétentions sur certains territoires disputés. Martyropolis restait byzantine. Cette paix fut-elle vraiment perpétuelle? Bien sûr que non. 8 ans plus tard, en 540, Khosrow romprait le traité et envahirait à nouveau les provinces byzantines, saccageant Antioche. Les guerres reprendraient, intermittentes, épuisantes, sans vainqueur clair. Mais pour quelques années du moins, la frontière connut un répit. Le siège de Martyropolis entra dans l'histoire comme un exemple de résilience face à l'adversité. Une petite garnison byzantine, menée par 2 généraux compétents, avait tenu tête à une puissante armée perse pendant près de 2 mois. La ville n'était pas tombée malgré les assauts, les sièges, la famine. Cette résistance prouvait que la détermination et l'ingéniosité pouvaient compenser l'infériorité numérique. Le siège de Martyropolis en 530 en offre des enseignements précieux selon l'historien Procope, témoin de cette époque. La solidité des fortifications s'avéra aussi cruciale que l'effectif des défenseurs. Les murailles byzantines, construites avec soin, absorbèrent les assauts perses sans céder. L'ingéniosité tactique joua également un rôle déterminant. La contre-mine qui détruisit la colline perse démontra que les assiégés pouvaient prendre l'initiative et démoraliser l'ennemi. Les facteurs externes pesèrent lourd dans l'issue du siège.
La mort du roi Kavad Ier poussa les Perses au retrait, prouvant que les grands événements politiques influençaient directement les opérations militaires. La stratégie de non-intervention de Cytas, quoique controversée, se révéla judicieuse. En préservant son armée, il maintint une menace latente qui inquiétait les Perses et les empêchait de concentrer tous leurs moyens sur le siège. Les sièges de l'Antiquité tardive étaient des entreprises longues, coûteuses et incertaines, drainant d'énormes ressources et exposant les armées à la maladie et à la démoralisation. Pour les défenseurs de Martyropolis, cette épreuve fut la plus terrible de leur vie. Beaucoup ne s'en remirent jamais complètement. Au-delà des blessures physiques, les cicatrices psychologiques perdurèrent. Ils connurent la faim, la soif et la peur. Jour après jour, ils tinrent leur poste, puisant dans des forces insoupçonnées quand l'épuisement les terrassait. Cette détermination s'enracinait dans leur identité culturelle. Les Byzantins se voyaient comme les héritiers légitimes de Rome, chargés de préserver la civilisation et la chrétienté. Les Perses sassanides possédaient une vision tout aussi forte, se considérant comme les successeurs des empires achéménides et parthes. Cette rivalité millénaire ne prendrait fin qu'avec l'irruption de l'islam arabe au 7e siècle. Les protagonistes connurent des destins variés. Bessas poursuivit une longue carrière, accompagnant Bélisaire en Italie en 535 et se distinguant lors du siège de Rome. Sa réputation fut ternie en 546 quand il laissa Rome tomber aux mains de Totila, mais il se racheta en capturant Pétra en 550. Bouze participa à diverses campagnes contre les Perses jusqu'en 556. Cytas mourut assassiné en 532 lors d'une expédition en Arménie. Du côté perse, Adergudunbadz continua à servir Khosrow Ier fidèlement, jouant un rôle tragique dans l'affaire du prince Kavad. Baoui participa à un complot et fut exécuté. Mir Miro combattit en Lazique pendant les années 540-550. Khosrow Ier devint l'un des plus grands rois sassanides, régnant 48 ans et menant d'importantes réformes, tout en restant un adversaire impitoyable de Byzance. Justinien régna jusqu'en 565, reconquérant l'Afrique du Nord, l'Italie et une partie de l'Espagne, et construisant Sainte-Sophie, mais ses conquêtes épuisèrent l'Empire. Martyropolis resta byzantine jusqu'au 7e siècle, avant de passer sous domination arabe. Le siège de Martyropolis, bien que n'étant pas l'événement militaire le plus spectaculaire, mérite d'être rappelé pour plusieurs raisons. Il illustre la nature épuisante des guerres entre Byzance et la Perse au VIe siècle. Ces deux superpuissances s'affrontaient sans relâche dans des conflits qui ne menaient nulle part, s'affaiblissant mutuellement face aux menaces futures. Le siège démontre l'importance des fortifications dans la stratégie défensive byzantine. Face aux multiples invasions, l'Empire se couvrit d'un réseau de villes fortifiées qui préservait le contrôle byzantin sur les provinces même quand la campagne était ravagée. Le récit révèle la dimension humaine de la guerre. Derrière les grandes stratégies et les traités diplomatiques, des hommes et des femmes souffraient, avaient faim et mouraient. Les soldats n'étaient pas des héros invincibles, mais des êtres humains ordinaires accomplissant leur devoir malgré la peur. Le siège rappelle également la fragilité des empires. Byzance et la Perse, qui semblaient éternelles, finirent par s'effondrer. Les murailles de Martyropolis, qui parurent si solides, sont aujourd'hui des ruines oubliées. Pourtant, cette histoire témoigne de ce que peuvent accomplir des êtres humains face à l'adversité. La détermination, l'intelligence tactique et la chance peuvent compenser l'infériorité numérique. En résistant pendant 2 mois, les défenseurs de Martyropolis écrivaient une page d'histoire, démontrant que l'Empire byzantin possédait encore la force de défendre ses frontières. Cette résistance contribua à convaincre les Perses qu'une victoire totale contre Byzance resterait hors d'atteinte et facilita les négociations, aboutissant à la paix perpétuelle de 532. 6 siècles plus tard, nous pouvons honorer la mémoire de ces hommes qui tinrent tête à une armée immense. L'histoire militaire n'est pas qu'une succession de batailles célèbres, c'est aussi l'histoire de ces sièges oubliés, de ces garnisons anonymes qui tinrent des positions impossibles
et influencèrent le cours des événements. Cette détermination inébranlable fit la différence entre les empires qui durèrent et ceux qui s'effondrèrent. Byzance survécut encore presque 1000 ans. La Perse sassanide disparut un siècle plus tard. Quand nous racontons cette histoire, cherchons à comprendre ce qui pousse des hommes à tenir quand tout semble perdu. Saisissons ce mélange de devoir, d'honneur, de peur et de courage qui caractérise l'expérience du combat. L'histoire est faite autant par ces héros anonymes des remparts que par les empereurs dans leurs palais. Le siège se termina sans véritable vainqueur. Les Byzantins n'avaient pas vaincu les Perses n'avaient pas pris la ville, mais les défenseurs pouvaient revendiquer une victoire morale. Ils avaient tenu contre toute attente, contre une armée supérieure, contre la faim et le froid. Et parfois, dans l'histoire comme dans la vie, tenir suffit pour gagner,